Focus sur l'enseignement en général, en tout cas en République démocratique du Congo. Encore une fois, l'expert en éducation est avec nous, M. Georges Milumbu. On va essayer un peu de faire cette analyse générale sur l'enseignement dans notre pays, mais on va plus se focaliser sur l'enseignement des bases, parce que il se multiplie pas mal de grèves ici en République démocratique du Congo. Déjà à Matadi, avec les images que nous avons vues l'autre fois, la marche des élèves qui voulaient à ce qu'ils puissent reprendre le chemin de l'école. Et on nous signale que jusqu'à ce jour, les enfants n'ont pas gain de cause. Et à Kinshasa également, les syndicalistes n'arrêtent pas de nous larguer des messages. Il y a un groupe de syndicalistes qui pousse. Il y a d'autres qui hésitent encore. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Il y a un article phare de la Constitution qui a été comme ça activé. La gratuité de l'enseignement de base qui était donc obligatoire en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que nous constatons? Un bilan général ne nous fera pas de mal. Monsieur l'expert, Georges Milumbu, bonjour et bienvenue. Bonjour Brad, bonjour à ceux qui nous suivent. Merci pour surtout la disponibilité et le temps qu'ils nous accordent. Très bien. On vous a pris vraiment aujourd'hui à pied levé, mais étant donné que c'est votre domaine, nous vous faisons confiance par rapport à vos analyses et aussi par rapport à la situation de l'heure de l'enseignement en République démocratique du Congo. Mais avant d'y s'y plonger, déjà une question de la société. Il y a une pluie qui a vraiment fait des ravages à Kinshasa ce week-end, les samedis de 8h à 13h. Il y a vraiment eu beaucoup de dégâts matériels et des pertes de vies humaines. Quel est votre constat en tant que Congolais, en tant que Quinois? Vous êtes en train de vivre cela par rapport à ceux qui ont entendu parler de cette pluie. Oui, il faut rire, nous disons, c'est la Constitution qui bloque les régimes. Pour rire. Oui. Vous et moi, on sait que ce n'est pas vrai. Bon, on nous dit tout ce qui ne va pas, c'est la Constitution qui bloque. Hein? Espérons que c'est peut-être ça la réalité. Mais ce qui est vrai, Congolais, nous sommes indisciplinés. Indisciplinés. Oui, c'est vraiment l'indiscipline qui est caractérisée. Du sommet jusqu'au plus bas. Observez, nous jetons nos poubelles partout, les bouteilles partout. Et c'est lorsque ça bloque que nous pensons maintenant, le gouvernement a détourné. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons tous comme ce collectif du peuple? Tous nous sommes dans l'indiscipline. Tous alors. Tous. Le président de la République se promène sans permis de conduire. Les motards sans permis de conduire. Tu vois? Tous nous jetons les déchets en cours de route, non? J'avais une grande autorité mangé un œuf et jeté le... disons, plus ou moins que nous subissons les conséquences de la mauvaise gestion de l'environnement. Parce que l'eau vit. L'eau, c'est comme un homme. Vous gérez bien votre corps, ça vous donne aussi la bonne santé. L'eau, on nous retourne le mal. Voilà. Nous sommes à un certain niveau, les gestionnaires par la... Dans cette indiscipline collective, on ne gère pas bien l'urbanisme. Nous voulons, même si on est interdit, on utilise l'homme politique, il insiste, et finalement, tous nous subissons les conséquences. Très bien. Voilà. Mais dans mon village, je ne pense pas que cela arrive. Nous subissons les conséquences, bien sûr, dans votre village cela n'arrive pas, mais Kinshasa c'est la capitale, hein, c'est l'image de la RDC, on ne va pas se limiter à constater seulement. Ça sera quoi la piste de solution selon vous pour que prochainement, pluie qui est, parce qu'il y aura toujours des pluies, et étant donné que nous entamons le mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela n'arrive plus? Parce qu'il faut une politique anticipative aussi. Oui, comme nous gérons, nous faisons événementiel. Les autorités prennent rapide qu'ils peuvent prendre. Éduquer la population à la discipline
comme au Rwanda. Beaucoup de nos dirigeants sont des binationaux, non? Ils ont grandi là. Là, ils sont très disciplinés, mais ici, il faut n'importe quoi. Les systèmes éducatifs. 18 ans de Kabila, on n'a pas réformé les systèmes éducatifs. Il y a plus de Koulouna maintenant. Et Félix est à sa 6e année. Et on a déjà les enfants qui ont fini l'école primaire. Ils ont quelle valeur en eux? Et 12 ans, 20 ans après, ils seront qui? Vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de jeter les pays. Donc la solution, c'est être sérieux en faisant des réformes des systèmes éducatifs pour créer la rupture intergénérationnelle et de manière courte, c'est là que je dis, tirer les caniveaux, détruire ceux qui ont mal construit. Voilà, ce sont des solutions. Et l'éducation sur le plan de l'environnement, qui est créer des opportunités d'emploi à un groupe de gens qui ne maîtrisent même pas ce qu'ils font en termes de changement de mentalité. Très bien. Je crois que cette façon de voir les choses est générale. En tout cas, tout le monde nous déplorons la manière dont les choses se font, mais nous faisons en même temps confiance parce que nous sommes tous de Congolais. Nous devons multiplier comme ça de pistes et des solutions à proposer pour que les autorités prennent cela en considération et mettent cela en pratique. Ça sera une très bonne chose pour l'avenir de tous. Alors, on va s'apaisantir plus. On va y revenir prochainement avec ce sujet de la pluie à Kinshasa. On vous a appelé particulièrement pour parler de l'enseignement du Congo. Vous venez de brosser tout à l'heure le système éducatif qui est à revoir et tout. On en a parlé, je me rappelle l'autre fois avec vous, mais on va essayer d'y revenir encore. Mais aujourd'hui, nous avons fait un constat qui est malheureux. C'est que dans ce secteur de l'éducation, particulièrement l'enseignement, il y a beaucoup de grèves et de grèves. Alors, sur toute l'étendue du territoire, on entend parler de grève. Est-ce qu'avec cette manière de faire les choses, avec cet enseignement gratuit qui a été amorcé il y a de cela aujourd'hui 6 ans, en tant qu'expert en éducation, quel constat général vous faites de ces secteurs de l'éducation, précisément de l'enseignement? Oui, le constat est celui que même celui qui n'a pas fait l'école peut dire que la qualité de l'enseignement est mauvaise. Les enfants ne savent plus lire. Tout le monde peut constater ça avec moi. Et pourquoi on est arrivé à ça? C'est du fait que les gestionnaires de la politique éducative ne sait pas se conformer à certains préalables. Ouais, pour venir présenter l'émission, on dit vous devez bien vous habiller en veste et voilà, il faut des micros. Mais vous ne placez pas des micros, vous voulez déjà commencer l'émission. Est-ce que ça va marcher? C'est-à-dire que vous créez, hein, ceux qui nous suivent ne vont pas écouter ce que nous sommes en train de faire. C'est le cas aussi du système éducatif. Là, comme je dis toujours, nous sommes dans un système d'une globalisation économique sauvage. Le capitalisme est sauvage. Il y a une minorité sauvagement riche et une majorité cruellement pauvre. Alors, pour réduire la pression de cette masse grandiose de faibles, des pauvres sur les riches, on prend des mesures telles que éducation gratuite, soins universels. Tu vois? C'est pour réduire simplement la pression des pauvres sur... Maintenant, les champs d'expérimentation brutale, ce sont nos pays. Maintenant, nos pays manquent un capital humain important qui est conscient. Bateau, bayebi, exactement, nini, bayebi, kosala, tout ça est belleté. Maintenant, les responsables puisent
parmi les gens qui sont incapables de réfléchir même sur ça. Nous sommes en face d'une demande de plus ou moins, disons, de 57 000 écoles ou 60 000 écoles actuellement, avec plus ou moins 600 000 enseignants qui sont estimés la payer. Lorsque dans ces 600 000, il n'y a que 480 ou plus ou moins 500 qui sont payés. C'est-à-dire qu'il y a probabilité d'encore de 100 000 enseignants non payés qui sont là de plusieurs années. Lorsque, dans cette situation, la grève est évidente, non? Que ces 100 000, un bon jour, ils vont toujours revendiquer d'être payés. Et on fait que, parmi ces enseignants, les revendications, on dit qu'on veut être payé à $500. C'est-à-dire que si nous prenons 600 000 enseignants, fois $500, c'est plus ou moins, fois 12, c'est plus ou moins 3 600 000 par an. Les budgets spéculatifs ici de 16 000, vous pensez qu'ils réalisent même 4 000? Ils ne réalisent pas 6 milliards de dollars par an. C'est un budget spéculatif, populiste. Vous pensez qu'ils vont prendre la moitié des recettes mobilisées dans un pays légalement, qu'on paye seulement les enseignants? C'est irréaliste, non? Maintenant, nous sommes en face d'une mauvaise gestion du pays et les prêts des enseignants et des secteurs sociaux. Donc, les grèves ne peuvent qu'être évidentes. Maintenant, il faut déjà... Parce qu'aujourd'hui, les ministres ne peuvent pas interdire aux chefs d'État de voyager. Même si les voyages peuvent être pas trop pertinents. Mais comme c'est le chef de l'État, il y a aucun pays qui a décidé. Mais ils ont dit, moi si na mobile na moi si na ban na bango. Mobile lobby les lots na reçoit bière quand même. Moi je trouve que il faut les pains pour les enfants. Qu'est-ce que la femme va faire? Une femme intelligente, au lieu de se plaindre sur son mari, au risque de se séparer, elle va vendre même devant la maison les pains, les cacahuètes, pour combler les vides de l'irresponsabilité, de la démission de papa. C'est ce qui fait aujourd'hui que les écoles s'organisent pour payer à la place comme les enseignants ne sont pas payés. Vous pensez que ce régime peut payer 100 000 enseignants dans cette crise ici? C'est irréaliste, non? Mais il y a une solution que les gens ignorent totalement. C'est laquelle, la solution? Nous avons les lois du pays. Parce qu'on dit toujours que la Constitution bloque les chefs de l'État, non? Mais la loi sur la décentralisation ne bloque pas les bourgmestres, donc les entités territoriales décentralisées ne sont pas quand même bloquées aussi par la Constitution. Les ETD. Les ETD ne sont pas bloqués. Parce que la loi est là. La Constitution, c'est le bloc les chefs de l'État de payer les 600 000 enseignants. Mais ils ne sont pas bloqués dans leur entité pour réduire ne fût-ce que de 10 enseignants. Vous voyez? Si vous allez au Katanga, le secteur de Balamba, c'est un secteur, non? Qui a construit 26 écoles. Est-ce que vous vous imaginez? Un secteur dans un... C'est dans les villages de Mélé Réguilé, non? Où ont-ils tiré ce moyen-là pour construire ces écoles? Voilà une bonne question. Ils ont construit 26 écoles, payé plus de 150 enseignants, la prime de $150 par... Et ils sont payés jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ces gens-là ont besoin d'attendre Kinshasa? Est-ce que ce n'est pas dans les mêmes pays où la concession bloque le niveau national, mais la loi sur la décentralisation fonctionne bien sur les gens-là? Est-ce que vous comprenez? La source du financement. C'est ce qui nous intéresse en tout cas. Ça tire les fondements sur la décentralisation. La loi sur la décentralisation qui consacre l'autonomie de gestion et administrative plus financière. Les communes collectent les taxes, non? Même ici à Kinshasa. Ces taxes-là vont où? C'est pour envoyer au gouvernement provincial pour que les bourgmestres soient maintenus. Tu vois là où nous sommes, dans les grandes villes. Vous pouvez demander à un bourgmestre, il n'a jamais construit même une seule toilette ici à Kinshasa. Je vous mets au défi. Est-ce qu'il ne faut pas entrer dans l'argent? Cet argent, c'est pourquoi? Ils attendent la rétrocession de Kinshasa ou qu'il y ait des projets
d'ordre national pour construire les toilettes. Nous avons entendu ça avec Gentilini Ngobila, cette chanson, 2 millions de dollars qui devaient être rétrocédés chaque fois à Kinshasa, qui n'arrivaient pas. C'est là constitué une sorte de blocage pour l'aider à faire... Si on ne rétrocède pas en province, nous savons qu'au niveau national, la seule prière matinale, c'est la corruption, les détournements. C'est ce que nous apprenons tous chaque jour. Ça nous bouche les oreilles. Mais une commune qui collecte les taxes, moi je suis opérateur économique aussi, je paye les documents là qu'ils demandent. Je suppose que nous ne manquons pas, une commune n'est pas manquée à prélever même 1000 ou à 1500 dollars si nous minimisons les choses. Cet argent là, une année, 10 ans après, ça fait quoi dans une commune, dans un secteur, dans une chefferie? C'est là que vous allez dans la bande Est là, il y a quand même des écoles qui se construisent avec la redevance minière. Tu vois? Et si vous allez même... Vous voyez ici à Gassangoul, pour obtenir un document, les documents au niveau des secteurs, c'est 200 dollars. 200 dollars. 200 dollars. Moi, j'en ai déjà payé plus d'une fois. Mais cet argent-là, même si nous sommes à 10, toute l'année qui avons payé cet argent fait quoi? Ils ne peuvent pas même acheter même 10 toilettes pour une seule toilette dans une école. On réduit déjà les besoins, non? Vous voyez comment est-ce que les gens attendent seulement Kinshasa, que le gouvernement national, qui est aussi versé dans la gestion. Bon, on dit que l'exemple vient d'en haut, mais qui va arrêter ça? Très bien. Alors, M. Georges, nous n'arrêtons pas de remarquer à chaque rentrée scolaire des grèves au niveau des enseignants. Alors, qu'est-ce qui a toujours été à l'origine de ces multiples grèves-là? Et ça démarre beaucoup plus, comme je le dis, à la rentrée de chaque année scolaire. Qu'est-ce qui a toujours été à la base? Est-ce qu'ils n'ont jamais été satisfaits, les enseignants? Est-ce qu'ils demandent trop? Est-ce que le gouvernement ne leur paye pas assez? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce secteur-là? La moyenne au Congo, l'enseignant ne dépasse pas 120 dollars. La moyenne? La moyenne, en termes de salaire. S'il est en ville, il a 400, 420 000. Vous pensez qu'il peut payer un loyer, payer les transports? Par exemple, à Kinshasa, il vient avec les motos parce que les transports, il y a trop d'embouteillages. Vous pensez que quelqu'un peut couvrir les déplacements et puis payer les loyers à la famille? Soyons réalistes, non? Et dans ces conditions-là, non seulement que la moyenne, ils sont payés à ça. Ils ont même créé les zones salariales. Au village, ils sont moins payés. Ils ne dépassent pas 250 000 francs congolais. C'est ici en ville où il y a ces augmentations-là. Bon, si quelqu'un a 120 000 dollars, 120 000 francs, vous pensez que c'est suffisant? Pendant qu'il apprend que quelqu'un qui va tricher comme député, il a 21 000 dollars ou 33, c'est selon ce que ça s'est dit. Vous voyez? Peut-être quelqu'un n'a même pas étudié. Il devient sénateur, et il a ça. Mais lui qui est diplôme D6, licencié, gradué pour les cas des écoles secondaires, il ne touche rien. Donc, le problème, c'est les mauvais traitements. Et pas, même avec ces traitements, c'est comme je vous dis, il y a plus de 100 000 enseignants non payés depuis les années. Et lorsqu'on a pris la mesure de la gratuité, beaucoup se sont tus avec l'espoir que les choses vont s'améliorer. En craignant peut-être parfois la répression politique. Ok. Vous voyez, les gens souffraient calmement. C'est pourquoi vous allez dans mon village, un enseignant 10 ans n'est pas payé, il fait son champ à côté tout en n'étant pas payé. Vous comprenez cette pression, cette malaise qui existe? Lorsqu'il y a eu changement du régime, les gens disent oui, espérons ça va changer. Il fait encore 6 ans sans être payé. Vous comprenez? Il a fait déjà 10 ans ou 7 ans sous Kabila, il vient encore faire 6 ans, 7 ans sans être payé. Voilà. En temps normal, vous avez évoqué ce que vous avez évoqué tout à l'heure là, c'est-à-dire l'enseignement n'est pas bien rémunéré. Il y a plusieurs promesses de la part des politiques à chaque rentrée. Et puis, il y a certains qui parlent de manque de volonté de la part des politiciens pour prendre au sérieux le problème à ces niveaux-là. Mais l'enseignant, en ajoutant cela, il y a aussi la gratuité aujourd'hui de l'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement primaire, l'enseignement des bases. Déjà, en temps normal, il y a ce problème-là de rémunération. Et avec cette gratuité, est-ce que les choses se sont empirées ou c'est là essayer un peu d'alléger la situation? Vous voyez, sans la gratuité, lorsque l'État paye l'équivalent de 400 000 là,
il y a ce qu'on appelait la motivation que les parents payaient. Oui. Beaucoup dans l'enseignant, moi aussi j'étais enseignant à un certain moment, avant d'être professeur d'université, même si vous me présentez seulement à M. Georges. Non, non. Vous voyez, j'étais enseignant. Ouais. Le salaire de l'État, plus la motivation des parents, je pouvais arriver jusqu'à 300, 400 selon l'école ou $500. Avec ça, je pouvais bien être à l'aise, être sérieux comme enseignant. Mais lorsqu'on dit plus question de motivation, avec la gratuité, tu te c'est-à-dire on reste dans le salaire de l'État. Vous dépendez de l'État. Vous voyez que même les modes de vie changent brutalement. Tu touchais 500, tu es contraint de rester dans le dessin. Et les $120. Et l'État ne se plaît rien. Or, nous disons, comme experts en éducation, je vous avais dit que j'avais participé à l'élaboration de la première version de la stratégie là, qui doit être révisée. Ok. Nous avons dit que la gratuité n'est pas gratuite. La gratuité, c'est-à-dire quelqu'un doit payer. Et cette personne, c'est l'État. Et dans les cas d'espèce, c'est l'État qui s'est donné candidat pour payer à la place des parents. C'est pourquoi nous avons proposé des solutions moins mal pour les pays. Nous avons dit, faisons de la gratuité progressive. Et nous avons dit, nous sommes des traites, nous ne comprenons rien. Faisons de la gratuité sélective et dit, vous ne comprenez rien. On a pris la gratuité globale. Avec beaucoup d'enseignants non payés, pas de salles de classe. Et finalement, ce nombre-là de 600 000. Vous pensez ce gouvernement débourser chaque année 3 milliards de dollars pour payer seulement les enseignants? Alors, même dans ce cas d'espèce, l'enseignant n'a pas besoin absolument. Lorsqu'il parle de 500, c'est monter les enchères. Imaginez si on lui donne exactement au taux du jour $150. Les soirs de grève vont se terminer. Maintenant, comment le gouvernement est aussi dans la mégestion? La solution, c'est que lorsque le niveau national gère mal, il faut quand même un semblant de discipline pour que ceux qui sont là au niveau des ZTD gèrent bien les pays. Ça va réduire le poids du niveau national. Imaginez si chaque commune prend en charge ne fût-ce que 10 enseignants. Ne fût-ce que 10 enseignants. Parce que c'est possible de donner la prime de $150, ne fût-ce que pour que ça se fasse gratuitement. Les gens vont être patients. Même dans nous qui sommes mariés, nous maintenons parfois les couples par les dialogues, avec l'espoir que le lendemain ce sera meilleur. Mais nous, on détourne au niveau national. On gère mal. Mais on ne communique rien aux enseignants et on laisse au niveau le plus bas, on les laisse aussi verser dans la malversation financière. Si vous voyez la commune, par exemple, de Fungurume, qui a un budget de $20 millions par an, mais vous trouvez qu'il n'y a que 4 écoles publiques. Et la gratuité, ça s'applique où? Ou si vous trouvez tous ces gens-là, il écrit Fachi Béton. S'il écrit Fachi Béton, tu ne réponds pas, tu es traite. Mais lui qui ne sait pas utiliser les $20 millions pour construire les écoles publiques et payer la motivation des enseignants pour qu'ils ne quittent pas l'enseignement. Il ne fait rien. Seulement prendre l'argent, envoyer au niveau provincial, au niveau national pour maintenir leur poste. À vous entendre dire, pour les communs de Congolais qui nous suivent, ils pourront facilement résumer cela en disant que la gratuité est un gain, cette décision-là est un gain pour les politiques, mais vraiment une perte ou un manque pour le social congolais. Un business énorme. Pour les politiques. Pour les politiques. Et, disons, je dirais scandale pour les pays. Parce que 6 ans aujourd'hui, sans me tromper, il y a même 80% d'enfants qui sont en 6e qui ne savent pas lire. J'aurais même appris que la gratuité ne permet pas aux enfants de redoubler des classes. Il faut qu'ils montent à chaque année. Ça, j'aurais appris. Ça reste à vérifier. En principe, dans la vision de la chose, c'était ça. Lorsque nous avons dit que les pays construisent 4000 écoles, c'est pour absorber les 4 millions d'enfants qui étaient en dehors de l'école. Pour que dans une classe qui est en moyenne 50 élèves, c'est trop. Il y aurait facilité de l'enseignant de surveiller tout le monde. Voilà. Ok. Tu vois. Et cela n'a pas été appliqué. Payer les 600 000 enseignants. Mais cela n'a jamais été observé.
je vous donne le cas ici, le Congo ici. Les ministres qui étaient là, il a payé plus sur les gens, il a engagé plus de gens de ses copains, les payer, pendant qu'il y a des gens qui ont fait 6 ans, 10 ans, sans être payés, mais qui sont debout devant les enfants. Et c'est ça respecter, c'est ça appliquer la vision du chef de l'État. Parce que tout le monde, ces gens-là, je suis de l'IDPS, et j'applique la vision du chef de l'État, la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État n'est pas différente des objectifs du pays, former un capital humain compétent. Je pense que c'est ça la vision du chef de l'État. Peut-être qu'on n'explicite pas les termes que signifie vision. Pour moi, c'est tout ce qui est bon, c'est ce qui signifie vision du chef de l'État. Ce qui est mauvais, ce n'est plus vision. Former les gens incapables de lire et écrire. Toute une génération là, 6 ans après, 80% ignorants en termes de lecture. Et il faut être qui dans c'est ces gens-là qui vont se battre dans la corruption, le tribalisme pour devenir des ministres, des bourgmestres, des comptables et consorts. Qu'est-ce qu'ils ont comme banque émotionnelle? Très bien. Si tout le monde ici, vous les connaissez, dit au nom de Jésus, c'est pas gratuit, hein? C'est pas parce qu'ils sont inspirés, c'est ça l'éducation que les gens ont reçue. Maintenant, la corruption, le tribalisme, c'est une éducation que les gens sont en train d'apprendre par la faiblesse. Parce qu'incapable du goût de l'effort. Très bien. Quel capital humain nous allons léguer à nos enfants demain en écoutant l'expert en éducation, le professeur Georges Milumbu? Ça fait mal en tout cas au cœur de l'entendre parler. C'est comme si nous avons en tout cas hypothéqué une jeunesse, un avenir de notre pays, la RDC, parce que avec cette manière de voir les choses, avec cette analyse, avec ces tableaux peints de l'expert en éducation, en tout cas, il n'y a pas espoir pour un lendemain meilleur. Hein. Des têtes bien formées pour gérer ces Congos, ça va poser problème. Mais je ne sais pas, mais c'est peut-être qu'il y aura parmi les pistes des solutions, des idées qui vont être innovatrices, des idées qui vont essayer de sauver les choses. On va l'écouter tout à l'heure parce que nous prenons déjà la deuxième partie de cette émission. Ce sont les pistes des solutions. Alors, avoir ces tableaux que vous avez peint, un tableau vraiment sombre, on ne peut pas se le cacher. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que la République peut faire? Qu'est-ce que l'État peut faire? Qu'est-ce que les dirigeants peuvent faire? Qu'est-ce que les enseignants peuvent faire? Qu'est-ce que les experts comme vous peuvent faire, produire comme idée pour que la chose soit sauvée? La chose, je parle de l'enseignement. Oui, ce que je suis en train de dire ici, je suis en train de me répéter chaque jour. C'est que je suis allé au cabinet du chef de l'État, j'ai coulé ça par écrit, j'ai introduit. Pas de réponse. Bon, je n'ai pas besoin dans tous les cas de réponse. Hein. J'ai déjà proposé. Au ministère, à la dame, une fois nommée une semaine, j'ai écrit, j'ai vu sa conseillère en relation avec les partenariats. Je lui ai parlé, je lui ai fait des propositions pour dire, devant la mégestion qui est dans ce pays, au regard du besoin du système éducatif, il faut être innovant. Je ne pense pas que le président de la République ait besoin de seulement quelqu'un qui lui crie « Oh, ajouter les budgets de l'éducation, ajouter les budgets de l'éducation ». C'est une vieille chanson. Partout au monde, on crie comme ça. Mais la réalité, c'est celle-ci. Beaucoup d'enseignants n'ont payé. Que faire? Voilà, je dis, la Constitution bloque au niveau national. La loi sur la décentralisation libéralise. Tout bourgmestre, tout chef de séphérie, tout chef de secteur peut prendre en charge en termes de prix, mais pas de salaire. Parce que les salaires, c'est une notion de souveraineté. Il faut que la fonction publique gère ça. Moi, je ne suis pas dans ce chemin-là. Parce que si vous trouvez beaucoup, les membres du bureau du bourgmestre, vous trouverez que beaucoup n'ont pas de salaire. Beaucoup sont payés sous forme de primes, des taxes que la commune collecte, que la chefferie collecte. Et pourquoi ne pas attendre? Parce que la même constitution-là autorise, parce qu'il y a des compétences inclusives et exclusive et même concurrentielle entre les provinces. Et créer une école, payer les enseignants, ça relève aussi de la province, donc de l'ETD aussi. Vous comprenez? Donc les ETD, parmi les 100 000 enseignants, si aujourd'hui un leadership s'élève pour sensibiliser ces gens-là, on va même payer 50 000 enseignants comme ça. Vous voyez qu'on va redonner encore l'espoir aux enseignants d'être patients. Parce que le problème maintenant, c'est de donner l'espoir aux gens. Et l'espoir palpable, pas l'espoir des discours. Vous voyez comme Madame la Première ministre dit, qui demande aux enseignants d'être patriotes. Et c'est tout.
Elle, on peut la demander d'être patriote, de prendre ne fût-ce que son budget de fonctionnement mensuel, seul le budget. Ça peut payer combien d'enseignants? Et elle sait, non? Et nous qui lisons la reddition des comptes, tu vois, elle peut être bien patriote à cause de ça. Ils ont déjà assez, mais il y a aussi beaucoup de dépassements budgétaires, parce que nous l'avons entendu l'autre fois. Vous voyez, lors de la plénière. les missions imprévues qui sont payées. Je vous avais dit là, la fois passée, nous pouvons avoir un projet financé par la Banque mondiale, l'UNICEF, on va produire un document peut-être. Mais au retour, non seulement ils ont reçu le perdième, tous, mais au retour, les trésors publics payent encore ça. Ça m'a toujours fait très mal. Même si vous portez cette information à qui que ce soit, les ministres sont sur la liste, tous les ministres, la finance, le budget, tout le monde, ils sont sur la liste. Et qui va? Les bureaux du président de la République, beaucoup de membres à l'intérieur, primature, qui n'ont pas participé à cette activité. Vous voyez comment est-ce qu'on court, on est en train de couler l'argent de l'État comme ça, et les enseignants sont impayés là-bas. Tu vois? Est-ce que là, c'est la conscience qui bloque encore? Ou il faut Jésus pour ça? Il faut prier? C'est vraiment de l'indiscipline, comme vous l'avez dit l'autre fois. Voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes indisciplinés. Vous voyez comment je justifie mon discipline? Déjà faire les dépassements, c'est de l'indiscipline. Comment vous savez que mon budget est... Et puis c'est à chaque exercice. Voilà. Hein? Vous voyez Je me rappelle de la Cour de compte qui se plaint à chaque fois, mais ça continue jusqu'à ce jour. Et ce sont des choses que vous entendrez moins dans d'autres petits pays ici, sur lesquels nous crions par ignorance. Nous avons l'opportunité de travailler avec tous ces pays-là comme consultants dans des structures internationales. Nous accédons aux informations les plus strictes. Mais ici, nous sommes vraiment indisciplinés. À tous les niveaux. Je ne sais pas qui va se dire, moi je ne suis pas discipliné. Qu'il me montre la gestion disons, de ces frais de fonctionnement. Et parfois les activités qu'il mène pour justifier l'usage de ces frais de fonctionnement. C'est de l'indiscipline totale. Vraiment. De l'indiscipline totale, a dit monsieur l'expert. Je crois que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. On va prendre petit à petit. En tout cas, on va revenir encore pour parler de ces problèmes de l'enseignement en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous étions basés simplement sur l'enseignement des bases. On va essayer de prolonger petit à petit pour voir qu'est-ce que nous faisons comme préparation pour notre avenir à nous-mêmes. Parce que jusque-là, les choses ne semblent pas être roses. Alors, on va terminer par des conseils. 3 catégories de personnes qui seront devant vous. Nous avons l'État. Quels conseils vous pouvez donner à l'État? Quand je parle de l'État, je parle des autorités, du secteur et autres. Et aux parents. Non, pas, je vais exclure les parents. D'abord, on prend l'État congolais, on prend les enseignants, et puis on va prendre les élèves qui sont les premiers concernés. Alors, quel conseil vous pouvez prodiguer à ces 3 catégories de personnes? Pour le régime, je conseille président de la République, premier ministre et ministre, parce que c'est une question de confiance pour être dans ces postes-là. Qu'il recourt pas de compétences. Qu'il recourt à la gouvernance locale. C'est une solution pour réduire la pression du nombre d'enseignants non payés. Dans le contexte du Congo. Qu'on ne rêve pas le Canada, la Belgique. Ici, c'est le Congo. La gouvernance locale reste une solution pour réduire la pression des enseignants. Très bien. Alors, non seulement des enseignants, construire de nouvelles écoles, parce que la gratuité signifie ajouter le nombre d'écoles. La chanson de la corruption, vous voyez, disons sous Joseph Kabila, la notion de corruption était bien étouffée au niveau national. Hein. Maintenant, aujourd'hui, ils peuvent aussi étouffer ça en se rabattant au niveau de la gouvernance locale. C'est-à-dire que les ZTD gèrent très bien les ressources en toute transparence avec la société civile locale. C'est la solution pour se dédouaner et même changer la constitution en douceur, sans brutalité. Okay. Oui. Alors, parce que sans ça, c'est juste du théâtre, du populisme qui sont en train de faire. Aux enseignants à qui on a donné conseil d'être patriotes. Aux enseignants, j'ai dit que moi aussi, avant d'être professeur d'université, j'étais enseignant au primaire et secondaire. Et un enseignant du primaire peut avoir une maison, peut avoir une voiture, pas lié toujours au salaire. Il faut prendre des initiatives de l'entrepreneuriat. Quand on est au village, on fait les champs à côté. On peut acheter sa moto, on peut acheter son vélo. Ici en ville, il y a plusieurs initiatives qu'on peut prendre.
Vous voyez, moi j'ai fait les Kimilar dans les privés et je ne pouvais pas manquer de payer mon loyer et soutenir ma famille comme je le pouvais. Au lieu de rester seulement se plaindre. Parce que lorsque vous êtes conduit par un aveugle et vous le savez, vous vous laissez conduire jusqu'à tomber? Non, vous restez quand même debout, non? C'est pourquoi nous devons nous prendre en charge. Lorsque le gouvernement ne s'assume pas, le gouvernement est démissionnaire, versé dans la mauvaise gouvernance, cela ne nous empêche pas, nous individuellement, de prendre l'initiative. C'est pourquoi j'ai dit aux parents, au-delà de tout, ce sont vos enfants. Comme le président de la République, il est un enfant de quelqu'un, le ministre, enfant de quelqu'un. Ces gens-là, ces enfants sont vos enfants. Vous devez avoir des ambitions sur eux. Et la gratuité n'est pas une bonne nouvelle pour la qualité du capital humain que toi, parent, tu veux voir dans tes enfants. La moindre des choses, c'est travailler dur. Ça, c'est sans pitié, sans pardon. Chaque parent doit travailler dur pour l'avenir de ses enfants. C'est là que le Congo bénéficie de plusieurs enfants bien formés. Parce que si vos enfants mal formés se retrouvent dans ce groupe de Congolais, ils vont mal gérer comme ceux qui sont là. Et les autres, étant nombreux, nous ne réclamons rien, nous sommes dans la peur parce que nous étions peut-être mal formés. Vous voyez, c'est pourquoi parents, prenez des initiatives utiles pour former votre propre capital humain familial. Et c'est le Congo qui va gagner. C'est le Congo qui va gagner. Sur ce mot du professeur Georges Mulumbu que nous allons mettre fin à cette livraison du premier jour de la semaine. Nous sommes aujourd'hui lundi. Vous avez écouté en tout cas les conseils en tant qu'expert et aussi en tant que parent. Il a dit donc, vous voulez l'enseignement, si on peut conclure que la gratuité est une bonne mesure en tout cas en soi, mais l'applicabilité ici, dans notre pays, la République du Congo, pose problème. Voilà pourquoi beaucoup de conseils ont été prodigués à l'État. Pensez-y, en tout cas en mettant les ETD en activation, et aussi aux enseignants. Les enseignants aussi, c'est notre pays à nous. Continuez vos revendications, mais tenez aussi compte de la réalité, de la formation, et aussi les parents. Prenez en tout cas l'éducation de vos enfants en main. Vous l'avez bien entendu, je ne vais pas ajouter beaucoup de commentaires là-dessus. Pour l'instant, ça n'est fini. Merci. C'est moi qui vous remercie. Moi, je crois toujours que, disons, une autre RDC est possible. Le changement est une loi. Merci à la grande équipe technique. On se retrouve prochainement avec le même plaisir.